Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il a fait très chaud la semaine dernière, aujourd'hui le temps s'est rafraîchi. Que nous réserve la météo pour demain? On regarde tout de suite les prévisions. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le ciel est encore un peu gris pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, demain on retrouve de belles éclaircies. Côté température, les maximales pour le jour iront de 21 à 25 degrés. Les températures minimales pour la nuit suivante iront de 11 à 12 degrés. Demain nous serons le mardi 4 août, nous fêtons les Jean-Marie et nous perdrons encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite encore de passer une agréable journée en notre compagnie et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Plusieurs grandes villes ont décidé d'imposer le port du masque à l'extérieur. Qu'en pensent les habitants du secteur? Nous sommes allés à votre rencontre pour vous demander votre avis. On fait aussi un retour sur le dernier conseil municipal de Bitche, le premier mené par le nouveau maire Benoît Kieffer. Premier conseil municipal de la nouvelle mandature. Benoît Kieffer était aux commandes et l'un des premiers points à aborder, c'est le vote du budget. Un vote qui arrive exceptionnellement tard dans l'année en raison du report du second tour des élections. Ce budget prévisionnel permet de planifier les dépenses en fonction des recettes dont va bénéficier la ville. Il est équilibré à 7 610 640 €, 1 million de moins que l'an passé. Les conseillers municipaux de l'opposition se sont abstenus lors du vote et l'absence de la mention du projet de la maison de santé dans la présentation les a fait réagir. C'est un projet qui est nécessaire, c'est un projet qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, j'attends aussi la définition exacte de ce que la communauté de communes va pouvoir apporter et aider à la fois dans l'élaboration de ce projet, mais aussi dans sa réalisation. Si on revient un an en arrière, les 4 candidats parlaient de l'urgence d'une maison médicale. Maintenant, on parle de réalité et de temps. On a le temps. Donc voilà, c'est la remarque que je voulais faire. C'est pas parce que j'enlève une ligne pour une étude qu'il n'y a pas de définition de projet. Voilà. Donc ne considérez pas que le projet de santé est enlevé, parce que c'est une priorité, c'est un enjeu, tout le monde est d'accord. Il faut qu'il y ait une réalité des choses, on est là, on réalise, je vous le redis, il y a une obligation de moyens, mais moi je la porte sur une obligation de résultat. D'autres points ont été abordés. Le maire a proposé d'exonérer pour l'année 2020 les hôtels, restaurants et cafés des droits de place et d'occupation privative du domaine public pour leurs terrasses. Une convention va aussi être signée avec le département de la Moselle pour l'installation de 2 caméras et de matériel de transmission sur la RD 662. Cela permettra de donner en temps réel des informations sur les conditions de trafic à l'entrée de la ville via le site Inforoute 57. Certaines villes ont rendu le port du masque obligatoire à l'extérieur dans certaines rues. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être généralisé, et, par exemple même ici à Sarreguemines? Moi je pense que le port du masque il aurait dû être obligatoire dès le départ. On nous a rempli les poches. Il faut, parce que c'est pour notre sécurité, voilà. C'est bien pour éviter d'avoir une deuxième vague, mais je pense pas que ça va perdurer. Enfin, je pense pas que les gens vont respecter ça longtemps. Si chacun porte le masque, tout le monde protège tout le monde, et c'est bien comme ça. Je pense que c'est une bonne chose, oui. Oui, moi je pense, oui. Est-ce que vous, même si c'est pas obligatoire, vous l'appliquez? Non, moi c'est pas obligatoire, je le mets pas non plus. Partout où est-ce qu'on va. Je le mets le matin quand je pars, et voilà, je le lève quand je rentre. Comme ça, je suis en sécurité. Oui, mon masque est dans le caddie, là, j'étais dans le magasin, je l'ai enlevé parce que fait trop chaud. Oui, c'est pénible, mais il faut le mettre, je pense qu'il faut le mettre. J'applique ça souvent, j'ai toujours le masque avec moi, vous voyez. Et voilà, dès que je dois rentrer quelque part, même si ce sera au marché maintenant, je le mettrai. Je pense que c'est peut-être pas plus mal, surtout vu les circonstances d'aujourd'hui. Après, il faudrait que tout le monde respecte ça aussi. Il y a des endroits où on voit des bars, tout le monde est collé et tout le monde n'a pas de masque. Je pense que c'est normal, tout le monde respecte, il y aura moins de contaminés. Qu'est-ce que vous pensez du port du masque? Est-ce que c'est gênant? Ça fait bizarre, on n'a pas été habitué à ça, on voit pas vraiment le visage des personnes. À l'intérieur, il fait chaud des fois. Comme on a des lunettes, on ne peut pas tellement, comment dire, il y a plein de bouillie dessus. Voilà, mais autrement,
S'il faut, il faut. Surtout qu'on est fragile à cet âge-là. Donc il faut. Les jetables, ça va mieux. Les tissus, c'est plus dur. En extérieur, j'ai du mal à le porter. Hein. Franchement, j'ai du mal à le porter. Quand je suis plus d'une heure avec le masque, je me demande d'ailleurs comment les gens ils font pour supporter. Les pauvres gens qui sont obligés de le porter. C'est facile à appliquer et en plus ça nous protégerait peut-être d'une deuxième phase de pandémie. Alors voilà, vaut mieux éviter ça, quoi. Plongé dans l'œil du soignant et plus particulièrement de celui de Khaled Afchi, médecin urgentiste au CHR de Mercy, signe ce jeudi son premier ouvrage photographique. À la fois docteur et photographe, il a su concilier ses deux passions sur le terrain. Lui, qui n'aurait jamais imaginé être témoin et acteur d'une telle crise sanitaire, se retrouve aujourd'hui à témoigner de cette période inédite. Un point de vue que les gens n'ont pas forcément saisi de l'extérieur. Moi, voilà, j'en profite, je suis à l'intérieur du système, c'est beaucoup plus facile de prendre des clichés effectivement et de partager cette émotion mais aussi ce travail à travers des clichés photographiques. Les soignants étaient en première ligne dans le combat de la Covid-19, tandis que la grande majorité de la population a quant à elle vécu cette crise de manière virtuelle. Le docteur François Braun, président de SAMU Urgences de France, espère que ce témoignage photographique fera prendre conscience du travail effectué par ses collaborateurs. Ramener des images du front, j'espère, va permettre de mieux faire comprendre à tout le monde ce qu'était réellement cette crise sanitaire et leur faire un petit peu mieux toucher du doigt ce qu'ont vécu les soignants. La Banque Populaire a souhaité soutenir l'engagement de Khaled Afchi en éditant ses photos dans l'espoir de garder durablement ces moments intenses et de soulever des réflexions. Et puis que ça nous amène peut-être aussi à réfléchir sur la qualité, l'importance de ce qu'est le système de santé dans notre pays. Des images de solidarité et d'énergie qui témoignent d'une cohésion nationale et internationale, des moments immortalisés par un soignant au courage et à l'abnégation sans faille alors qu'il était confronté à une crise sans précédent. Cet été, chez AVS Santé, retrouvez nos dispositifs de protection et de prévention sanitaire, ainsi que notre matériel médical pour particuliers et professionnels. Produits d'hygiène, de bien-être, d'aménagement et de maintien à domicile sont livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Notre équipe est là pour vous conseiller selon vos besoins. Prenez rendez-vous en magasin ou par téléphone. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau à Sarreguemines, le festin vous accueille au 40 rue Poincaré, à côté de Pôle emploi. Sushi, wok, grillades et buffets à volonté. Jusqu'au 31 août, repas offerts pour les enfants et boissons offertes pour les adultes. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Styrin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Je vous propose maintenant de redécouvrir l'histoire de la faïence. Elle est ancrée dans l'histoire de Sarreguemines et de son patrimoine. Retour sur ce matériau qui a permis l'extension et le rayonnement de la ville. Je vous laisse profiter de cette belle émission et on se retrouve demain dès midi. Passez une très belle journée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Aujourd'hui pour notre tour du secteur, on a choisi de s'arrêter au Moulin de la Blise de Sarreguemines. Ici, c'est la faïence qui est ancrée dans l'histoire et le patrimoine.
Vous verrez que ce matériau a permis l'extension mais aussi le rayonnement de la ville. Une commune dont le nom est désormais bien connu des collectionneurs du monde entier. Allez, avant d'en savoir plus, je vous propose de faire un point sur la naissance de cette activité. Des terres riches en argile et en sable, traversées par de nombreux cours d'eau et regorgeant de bois et de charbon, il n'en fallait pas plus pour favoriser l'essor de l'industrie céramique dans la grande région. C'est entre 1750 et 1850 que les faïenceries apparaissent sur un territoire qui s'étend entre Rhin et Meuse. Chez nous, l'aventure commence d'abord à Frauenberg. Jean Thibault et Jean Kaiser fondent en 1785 une petite faïencerie à laquelle s'associera Nicolas Villeroy, mais ce dernier s'en va très vite vers d'autres contrées pour engendrer avec la famille Bohr la désormais célèbre firme Villeroy et Bohr. En 1790, 3 Strasbourgeois négociants en tabac, Joseph Fabry ainsi que les frères Nicolas et Augustin Jacobi, installent une manufacture de faïence à Sarreguemines dans un moulin à huile. À ses débuts, elle emploie une vingtaine d'ouvriers et ne possède qu'un seul four. On y fabrique de la faïence fine, dite cailloutage. Mais face à la concurrence, les 3 associés s'endettent. En 1800, Nicolas Jacobi cède ses parts à Joseph Fabry et à Paul Utzschneider, un Bavarois installé à Strasbourg. Ce dernier redresse la situation financière en introduisant à Sarreguemines des techniques observées en Angleterre lors d'un voyage d'études. Sa production est remarquée aux expositions nationales où il remporte de nombreuses médailles d'or. Sarreguemines était sur la voie du succès et de la notoriété et allait devenir la plus grande manufacture d'Europe. Julie Kiffer, on se trouve toujours au Moulin de la Blise. Expliquez-moi dans un premier temps, voilà, c'était quoi sa vocation première à ce site du moulin? Alors le Moulin de la Blise est une des nombreuses unités de production de la manufacture. Sa spécificité, c'est qu'en fait ici on ne produisait que des pâtes. Donc on va réceptionner les matières premières, les traiter et une fois que la pâte à faïence est prête, elle est acheminée sur des péniches via la Blise et la Sarre dans les usines du centre-ville. Donc ici en fait on va calciner la matière première, notamment dans les fours qui se trouvent juste derrière nous, pour pouvoir ensuite les broyer plus facilement et les mélanger à la pâte dans les autres ateliers du site. Alors tout ce qui était fabriqué ici était ensuite acheminé. Alors vous avez parlé du bateau, comment ça se passait, comment s'était organisé tout ça Alors il y a tout un système de rails qui existait à l'époque avec des locomotives qui permettaient à la matière première et aux produits de se déplacer d'atelier en atelier. Et ensuite donc les pâtes étaient acheminées vers le débarcadère qui se situe un petit peu plus loin sur la route actuellement. Du débarcadère, elles étaient chargées dans les péniches et ensuite la péniche allait jusqu'au débarcadère du casino. Il pouvait y avoir entre 4 allers-retours entre la Sarre et la Blise, donc entre les usines du centre-ville et ici par jour à l'époque. Ah oui, effectivement, c'était une vraie logistique en fait. Tout à fait, et c'est l'importance aussi de placer les usines près d'un point d'eau pour pouvoir justement faire circuler les marchandises, mais aussi les produits finis beaucoup plus facilement. Puis on en a parlé, dans son développement, la faïencerie a eu l'autorisation de s'implanter en centre-ville. D'ailleurs, on y retrouve actuellement quelques vestiges, regardez. C'est avec Paul Utzschneider que les faïenceries de Sarreguemines connaissent un développement fulgurant. Napoléon Ier devient un de ses meilleurs clients et passe plusieurs commandes. L'expansion de la manufacture est telle que le jeune entrepreneur doit ouvrir de nouveaux ateliers. Il fait ainsi l'acquisition de plusieurs moulins. En 1830, on construit les premiers fours à houille. C'est lui qui achète le moulin de la Blise, mais c'est à son successeur que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. En 1836, Paul Utzschneider se retire et confie la direction de l'usine à son gendre, Alexandre de Geiger, lequel effectue un rapprochement en 1838 avec la manufacture Villeroy et Bohr. Les deux sociétés préfèrent le partage des marchés à la concurrence. La manufacture sarregueminoise bénéficie d'investissements importants. On construit de nombreux bâtiments de fabrication. En 1855 et en 1862 dans le Faubourg en direction de Steinbach, puis en 1869 de l'autre côté de la Sarre. En 1867, à l'exposition universelle, Sarreguemines est reconnue comme la plus grande manufacture d'Europe. En 1871, à la suite du traité de Francfort et de l'annexion de la Moselle à l'Allemagne, Alexandre de Geiger s'exile à Paris et laisse la manufacture aux mains de son fils, Paul de Geiger. Pour conserver le marché français, il fonde des succursales à Digoin en 1877, puis à Vitry-le-François en 1881. Les services de table, les objets de décoration en majolique et les panneaux connaissent un succès commercial important. Au début du XXe siècle, l'entreprise emploie près de 3000 ouvriers.
En 1913, Paul de Geiger décède et Hutschneider et compagnie est scindé en 2 sociétés distinctes, l'une avec l'établissement en territoire allemand, l'autre avec les faïenceries françaises. Julie Kiefer, finalement, qui achetait de la faïence? Est-ce que c'était uniquement réservé aux riches? Alors on trouvait de la faïence à tous les prix et justement la manufacture a très rapidement été reconnue pour ça. Elle était capable de fabriquer de la vaisselle plus basique pour les foyers les plus modestes mais aussi des pièces d'exception à des prix nettement plus élevés. Donc c'est pour ça qu'on parlait en tout cas de production de masse, les premières productions de masse. Qu'est-ce qui plaisait en fait aux gens? Alors ça va dépendre des époques. À un moment, donc au début de l'annexion, année 1870, c'est la barbotine, cette glaçure très brillante, très colorée, qui remporte un vif succès. Et là, on va la retrouver sur des vases, sur des pièces de forme, sur des assiettes. Sur une autre époque, on va retrouver plutôt de la vaisselle type Aubernais. Donc là, ça va être une autre technique de décoration, le transfert d'impression, qui va rencontrer un grand succès. Alors, certaines pièces sont très rares et sont même d'ailleurs toujours très recherchées. Pour vous, ce serait quoi la plus belle pièce dont dispose le musée? Est-ce qu'il y en a une? Alors ça, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Alors oui, il y a là la plus belle pièce qu'on a, c'est le jardin d'hiver en lui-même. C'est une pièce composée de plusieurs éléments de faïence. Après, on a plusieurs pièces qui sont à nos yeux relativement précieuses parce qu'elles vont témoigner d'une technique particulière, parce qu'elles vont être une prouesse technologique pour l'époque. Je pense notamment à un buste de Napoléon qu'on a conservé au jardin d'hiver, qui est d'une finesse remarquable pour 1804. Donc on est au tout début de la production de la manufacture. Mais chaque pièce va avoir sa caractéristique qui va à nos yeux la rendre unique et exceptionnelle. Oui, c'est difficile de choisir finalement. Très difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la faïencerie a permis le développement économique de Sarreguemines. On vous explique tout dans ce reportage. Avant la faïencerie, Sarreguemines est un gros bourg de 2000 habitants. Avec Alexandre de Geiger à sa tête, la faïencerie de Sarreguemines va s'imposer dans le paysage de la ville, d'abord en termes d'espace. Si la faïencerie n'est pas le seul employeur de la ville, elle emploie tout de même en 1866 1300 Sarregueminois sur 3000 actifs. Elle emploie sur place une main-d'œuvre à laquelle elle octroie nombre d'avantages. Du coup, ces demandes d'extension successives ne rencontrent aucune objection au conseil municipal. Ce dernier autorise une usine auxiliaire en 1853 en ces termes. L'établissement projeté et par la suite l'extension de l'industrie amèneront une augmentation de prospérité pour toute la contrée et notamment pour la ville. Les inconvénients qui en résulteront pour les propriétés voisines sont largement compensés par les bienfaits de ce nouvel établissement. La faïencerie n'est pas la seule à contribuer à la prospérité de la ville. Parmi les grands barons de l'industrie, il y a bien sûr Hutschneider et de Geiger, mais aussi Jonaise et Hubert. Ils vont désenclaver la région grâce à la création de nouvelles voies de communication. 1865 est marqué par l'arrivée du chemin de fer à Sarreguemines. Une ligne Bénin-Sarreguemines directement reliée à l'embranchement des faïenceries. Un peu avant, c'est le canal de la Sarre qui a vu le jour. Un canal dont les faïenceries de Sarreguemines ou celles de Mettlar vont se servir pour leurs livraisons de masse ainsi que pour les livraisons lointaines. La ville connaît dès lors une prospérité sans pareille. Les Sarregueminois étaient moins de 6 000 en 1850, ils sont plus de 14 000 en 1900 et 23 000 un siècle plus tard. Et bien sûr, pour connaître leur si grand succès, les faïenceries de Sarreguemines ont pu compter sur des femmes et des hommes au savoir-faire incontestable. Voici un tour d'horizon des métiers de la faïence. Le processus de fabrication de la faïence est complexe car il nécessite différentes interventions sur les matières premières. À Sarreguemines, la fabrication était d'autant plus complexe car la variété des pièces fabriquées était importante. Mais quoi qu'il en soit, le processus peut être réduit à 6 phases principales. La préparation des terres, le façonnage, la première cuisson, la décoration, l'émaillage et la seconde cuisson. Chacune de ces phases se divise en de multiples sous-phases nécessitant des savoir-faire nombreux et spécifiques. La multiplicité des tâches et le développement peu important de la mécanisation et de l'automatisation dans cette industrie requéraient une main-d'œuvre nombreuse et souvent spécialisée. Le façonnage comprend divers procédés qu'il est possible de regrouper selon l'état de la pâte utilisée.
Le coulage, développé pour la faïence fine à la fin du 19e siècle, utilise des barbotines liquides. Sous forme plastique, les terres peuvent être tournées, calibrées, estampées ou pressées. Vient ensuite la première cuisson avant la phase de décoration. À Sarreguemines, ce sont les ateliers de décoration qui sont les plus vastes. C'est la phase de travail qui occupait le plus de main-d'œuvre car les procédés sont manuels. Décor au pinceau, au poncif, au pochoir ou au tampon. Techniquement plus élaboré, le décor imprimé nécessitait également un personnel nombreux pour le transfert des sujets imprimés sur les biscuits. La manufacture de Sarreguemines disposait de nombreux autres départements. La menuiserie fabriquait les harasses et les caisses en bois pour le transport des produits et pour les expéditions. La tonnellerie préparait les tonneaux destinés au transport des émaux. On trouvait également une forge, une fonderie, une charronnerie, une sellerie et un laboratoire était chargé de tester et d'expérimenter les nouveaux produits et d'élaborer de nouvelles pâtes et de nouveaux émaux. Et pour preuve du savoir-faire de la faïencerie de Sarreguemines, me voilà avec Jean-Vary. Alors vous êtes céramiste et ensemble on va faire une petite démo. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, on va faire une croûte avec une croûteuse qui est un bras qui vient s'actionner comme ça pour écraser la pâte, pour pouvoir faire une plaque qui va être à la bonne quantité, à la bonne épaisseur, pour ensuite mettre sur un moule de calibrage et ensuite calibrer. Super, je vous laisse faire déjà la première étape. Pas de problème. Donc là, on a fait une croûte que je vais mettre ensuite sur le moule et puis on va aller à côté. Ok. Hop. Parfait. Toc. Voilà, une fois qu'on a ça, on passe à la deuxième étape, c'est ça? Tout à fait. Sur cette machine-là. Donc on change de machine. Tout à fait. Elle est un petit peu différente. Exactement, ça fonctionne toujours pareil avec un bras, sauf que là on a ce qu'on appelle un calibre. Donc ça s'appelle une calibreuse. D'accord, qui permet d'avoir la forme notamment de l'assiette. La forme extérieure. Là sur ce moule-là, on avait une forme intérieure de l'assiette et là on va calibrer la forme extérieure, donc avec le pied, l'aile et tout ça. Alors c'est parti. Donc celle-ci c'est une machine qui existait dans les faïenceries avant. D'accord. Donc on peut voir le système en dessous avec les courroies. Donc là le principe est de toujours bien lubrifier sa terre. Hop, pas qu'il y en ait de trop. Enlever les excédents et refaire comme ça plusieurs fois le geste. Jusqu'à obtenir la bonne forme. Exactement, ouais. Et ça c'est à l'œil du céramiste en fait? Normalement non, puisque le calibre et la croûte étaient quantifiés sur un certain grammage pour aller exactement au plus vite et avoir un geste qui soit le plus efficace. Aujourd'hui, on est moins dans des soucis de productivité, donc on prend plus le temps de faire des assiettes pour les démonstrations. Là, ça tape un petit peu. Normalement, ça va se lisser. Voilà. Surtout pas oublier de l'eau parce qu'on peut sécher. Et donc au bout d'un moment, voilà, on a enlevé l'excédent de terre et on a exactement le calibre qui se dessine. Effectivement, on voit déjà l'assiette prendre forme. Ça devient concret. Sauf que on ne concrétise pas tout de suite, il faudra attendre le séchage. Alors attention, des fois... Les projections, d'où la blouse. Ça peut un peu gicler, voilà, tout à fait. Et donc là, voilà, on a un séché, j'ai séché un peu le pied, mais on a l'assiette qui, elle, va être prête à sécher, qu'on met ensuite dans des séchoirs pour pouvoir la démouler. Cette technique, elle était plutôt courante ou plutôt particulière dans la faïencerie? Ah non, ça c'est une technique qui avait vraiment cours pour augmenter la productivité comme une industrie. Au final, les machines ont pris le pas et fabriquer à la calibreuse était une machine qui était très courante. Commune, quoi. Autant que le coulage.
Et alors vous, comment vous avez appris cette technique finalement? Moi j'ai appris ici, au musée. Ouais, j'ai eu la chance d'apprendre ici parce que pendant ma formation de céramiste, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur ces machines-là. Ouais. Effectivement, donc c'est un vrai patrimoine en fait qu'on a ici. Ah là oui, c'est sûr que tout le monde ne fabrique plus ces pièces comme celle-ci. Ouais. Effectivement. De cette manière. Et ce savoir-faire qu'on vient de voir, en tout cas en partie ici, il a permis aussi d'imaginer d'autres produits que la vaisselle. Regardez. La plus grande partie de la production des faïenceries de Sarreguemines est consacrée aux arts de la table. Service en grès, en faïence fine ou en porcelaine, on recense une cinquantaine de formes et quelques 1500 types de décors différents. Les thèmes des décors varient selon les périodes. Naturalisme, historicisme, art nouveau et art déco, et on note en particulier l'attachement de la manufacture à la France dans certaines pièces produites durant la période allemande. Décors peints ou imprimés, la faïencerie emploie de véritables artistes en la matière, à l'image d'Henri Lux, rendu à la postérité grâce à ses décors du service Aubernais. Si Sarreguemines s'est exporté à travers le monde, c'est grâce à cette diversité de décors et à la qualité de ces derniers. Vers 1870, on a commencé à fabriquer sous le nom de majolique des pièces décoratives faites d'une pâte ferrugineuse calcaire recouverte par des émaux stannifères colorés. En 1880, on commence la production de céramique du bâtiment. Ce sera à partir de 1890, la grande période des panneaux décoratifs qui vont orner des maisons et des bâtiments de par le monde. Paul de Geiger crée son jardin d'hiver, qui est la vitrine du savoir-faire de la manufacture à cette époque. Avec les panneaux muraux et la fontaine monumentale en majolique, on est face à l'excellence de la faïencerie. Enfin, une autre production voit le jour, celle des poêles et des cheminées. La production sera bien moins importante que celle des services de table, mais elle met en avant le savoir-faire et le haut niveau de technicité des faïenciers de Sarreguemines. Émile Decker, là on se trouve devant un autre lieu emblématique de Sarreguemines, le casino. Expliquez-moi ce lieu, il servait à quoi au départ? Alors, tout au départ, il y avait le long de cette berge, il y avait des jardins, et qui appartenaient à la faïencerie et au directeur. D'accord. Et vers 1878, les ouvriers ont cherché un lieu pour se réunir. Alors ils ont commencé par chercher en ville. Oui. Ils se sont adressés à un certain nombre d'auberges ou à des cafés et ça ne leur convenait pas. Ah. Le directeur ayant appris que ces ouvriers cherchaient un lieu pour se rencontrer, créer un cercle, comme on appelait ça à l'époque, eh bien il a décidé d'offrir à ces ouvriers le terrain et il a fait construire à partir de 1878 le départ du casino, c'est-à-dire l'aile droite du bâtiment. D'accord, c'est quand même quelques années après, comme le lieu avait connu un grand succès et qu'il était trop petit et exigu pour un certain nombre d'activités, il a fait construire en 1890 la partie qui est à gauche, avec ce balcon, avec ces magnifiques Donc c'était dédié aux loisirs en fait du personnel, quoi. C'était destiné au temps libre. Au temps libre et c'était même destiné à tous les ouvriers de la faïencerie et pas seulement aux cadres. D'accord. Il avait beaucoup insisté lorsqu'il a offert ce terrain pour que ce le soit. D'accord. Voilà. Alors sur ce site, on voit aussi un autre bâtiment, le pavillon. Oui. C'est en quelque sorte la petite folie du patron, c'est ça? Voilà. 2 ans après, donc là on est en 1880, il fait construire un petit château. Oui. On va dire, c'est vraiment un petit château avec une tourelle, un petit château à la française, en briques. Et alors c'était quoi l'utilité de ce pavillon? Alors l'utilité, c'était un lieu de villégiature pour le patron. En fait, dans ce bâtiment, il n'y a qu'une pièce, une seule pièce, une grande pièce assez vaste au premier étage. On y accède par la tourelle avec un escalier en colimaçon. Oui. Et à l'intérieur, il y avait des sièges, des tables, il y avait aussi une énorme cheminée. D'accord. Voilà. Et bien sûr, dans la tradition populaire de Sarreguemines, on lui accorde une légende. Alors laquelle? Expliquez-nous. C'est qu'il donnait rendez-vous à certaines de ses ouvrières à l'intérieur de ce pavillon. D'accord. Des ouvrières certainement très méritantes. Ok, je vois. Et puis certainement qu'il pouvait contrôler aussi les entrées et sorties du personnel. En fait, oui, parce que le pavillon
formait en fait un portail, un porche, oui, c'est ça, qui permettait d'accéder à toute cette rive qui avait été donnée aux ouvriers pour différentes activités. On y a construit un kiosque à musique, il y avait un gymnase, etc. On a développé les infrastructures. On a développé les infrastructures pour ces ouvriers. Ah oui, et puis il faut dire qu'au fur et à mesure, voilà, l'effectif s'est vu grandir et forcément, même la ville a dû s'y adapter. Regardez. La faïence de Sarreguemines a été un moteur de la démographie de la ville. En 1812, elle emploie 160 ouvriers qui font fonctionner 7 fours à bois. En 1836, la manufacture compte 300 ouvriers qui font fonctionner 3 moulins et 7 fours qui utilisent maintenant la houille combustible. Au plus fort de son activité, la faïencerie possédera 4 usines et une trentaine de fours, dont un seul subsiste encore aujourd'hui. Elle fera travailler 3000 personnes. Si certains ouvriers viennent de villages alentours et profitent du train pour venir travailler, les ouvriers de Sarreguemines sont logés par l'usine et une véritable communauté voit le jour. C'était complètement à part, oui. Une république à part. Entre le casino et entre les sites, entre le campus de la cité, il y avait un bâtiment qui s'appelait la cantine. Et là, il y avait une frontière, je ne veux pas dire naturelle, mais il y avait une frontière. Celui qui venait de Sarreguemines, enfin de la ville, pour vouloir flirter avec une fille de la cité, il venait jusqu'à la cantine et là, il a été arrêté, soit qu'il payait un droit de passage, ou bien il a été refoulé. Mais il n'avait pas le droit de... C'est comme à Belfodin et Sarreguemines, c'était pareil. Hein. Émile Decker, là on se trouve dans ce qu'on appelle la cité. En fait, c'est le lieu d'habitation des faïenciers, c'est ça? Tout à fait, c'est le lieu d'habitation des faïenciers. C'est une cité qui a été construite par les patrons, et plus particulièrement par Paul de Gaillère, dans le dernier tiers du 19e siècle. Donc toutes les maisons se ressemblent un petit peu ici? Toutes les maisons se ressemblent, il fallait une certaine égalité, sauf peut-être pour les cadres qui avaient des logements qui étaient un peu plus luxueux. D'accord. Et plus vastes. Alors, comment étaient considérés les patrons des faïenceries? On dit qu'ils étaient paternalistes, est-ce que c'est vrai? Alors bon, c'est une des traditions, si vous voulez, des industriels du 19e siècle, c'est de consacrer une partie de leurs efforts à une politique sociale, et ça apparaît très tôt dans le siècle, déjà à l'époque de Paul Lutschneider. Il a pris un certain nombre de mesures pour ses ouvriers. Donc c'est une tradition, et elle a été maintenue pendant tout le 19e siècle, et un des patrons qui s'est même fait un petit peu le chantre de ce paternalisme, c'est Paul de Gaillère, qui a effectué toute une série de constructions et de mesures pour... Dédiées aux employés. Aux employés et aux ouvriers. Et aux ouvriers. Voilà. Alors, à Sarreguemines, fin juin, on fête la Saint-Paul. Oui. C'est un rapport direct avec le patron. On fête le patron? On fête, en fait, le fondateur de la manufacture, qui était Paul Lutschneider, et depuis on va dire le Second Empire, et plus particulièrement après les années 1878, eh bien, la fête prend une certaine ampleur. Elle est chômée déjà, le matin on va à la messe, messe solennelle pour le repos de l'âme du fondateur Paul Lutschneider, mais aussi de tous les faïenciers décédés. Voilà. Ensuite, toujours fanfare en tête, on revenait jusqu'au casino, et là il y avait un repas, la remise de médailles, de diplômes, etc. Et dans l'après-midi, bal champêtre, il y avait sous le kiosque l'orchestre de la faïencerie qui jouait, et jusque très tard dans le soir, où il y avait un bal nocturne, des feux d'artifice parfois. Et il est même arrivé qu'on invite toutes les fanfares de la région pour cette manifestation. Ah oui, parce que les faïenciers avaient en vrai un véritable statut ici sur le secteur, et ils bénéficiaient d'ailleurs de plein d'autres avantages. On vous explique tout.
L'idée qui prévalait alors chez certains patrons éclairés était de prendre soin de leurs ouvriers afin qu'ils soient heureux, voire fiers de leur entreprise, productifs au travail et fidèles à l'employeur qui pouvait leur garantir du travail sur plusieurs générations. À la fin du 19e siècle, à côté des usines, cheminées et ateliers, des lieux de vie pour les employés et leurs familles sont aménagés par la faïencerie, modelant ainsi une ville dans la ville. Le casino des faïenceries, autrefois appelé La Réunion, a été construit pour offrir aux ouvriers un lieu de distraction. À l'époque, le directeur ne voulait pas que les ouvriers aillent dans les bistrots se saouler. Alors c'est pour ça qu'il a fait le casino. Il y avait plusieurs salons, une grande salle, une petite salle, et puis là, les personnes se rencontrent, mais pas en masse. La construction de la première cité ouvrière débute en 1869. Sa structure est simple, son plan géométrique, 5 avenues parallèles en constituent la trame. Le long des 4 premières avenues sont disposées des maisons, toutes identiques, divisées en 4 logements entourés d'un petit jardinet. La 5e avenue était occupée par une longue bâtisse de 16 logements, aujourd'hui disparus. L'habitat était établi en fonction d'une hiérarchie sociale. La 1re et 2e avenue étaient réservées aux employés, la 3e était habitée principalement par les chefs d'équipe, enfin les 4e et 5e avenues étaient dévolues aux ouvriers. En face de cet espace subsistent quelques maisons dont la disposition et l'architecture diffèrent. L'espace disponible autour de chaque maison est agrandi. Il s'agit des maisons des cadres ou chefs de service. Les personnes employées qui avaient une position élevée dans la hiérarchie habitaient rarement la cité. On estimait que les cadres percevaient un salaire suffisamment élevé pour leur permettre de construire leur propre maison ou de louer un appartement ailleurs. Lorsqu'une famille s'installait dans un logement de la faïencerie, elle recevait un livret dans lequel étaient inscrits les devoirs des occupants. Ainsi, les habitants devaient tenir propre leur logement et les jardins en bon état de culture. Des inspections étaient effectuées et débouchaient soit sur des menaces d'expulsion, soit sur des récompenses. Céleste, qu'est-ce que représente la faïence et son patrimoine aujourd'hui pour Sarreguemines ? Alors parler du passé, dire la faïence c'est le passé, c'est pas tout à fait juste. Certes, Sarreguemines s'est construit sur la faïence, mais Sarreguemines se construit son avenir aussi sur la faïence. Et je crois que les différents projets que nous avons, notamment muséographiques, enfin tout ce qui va tourner sur notre projet, sur le nouveau site ici sur la rive droite, eh bien, va démontrer que nous saurons utiliser le passé pour construire l'avenir. Construire l'avenir de Sarreguemines pour participer à son attractivité, pour faire en sorte que on ait une reconnaissance par rapport à tout ce qui s'est fait, à ce que ces nombreux, ces milliers de faïenciers pendant des décennies, je n'en ai pas le chiffre, mais en tout cas c'était des milliers qui ont contribué au renom de Sarreguemines dans le monde entier. C'est pour ça que c'est important de conserver ce patrimoine, c'est pour garder une trace de l'histoire ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, c'est une forme de reconnaissance, c'est pour garder la trace du passé, mais c'est pour mieux construire l'avenir. Et je crois que, je ne sais plus quel est le dicton, mais pour bien construire l'avenir, il faut bien se souvenir de son passé. Et la faïence ici à Sarreguemines est une opportunité, est une chance. Il y a des régions qui ont d'autres atouts dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, je crois que nous serions coupables de ne pas mettre en avant ce passé faïencier, de ne pas mettre en avant cette richesse qui a construit la ville de Sarreguemines dans le monde entier. Alors vous avez évoqué l'ancien site des faïenceries. Est-ce qu'il a un avenir ? Est-ce qu'il peut devenir autre chose ? Il a plus qu'un avenir. Nous venons d'acquérir par procuration, j'allais dire, ce terrain de 30 hectares par le biais de l'EPFL, l'établissement public foncier lorrain. Et c'est tout simplement le devenir de la ville dans différentes directions, dans des équipements publics, dont le musée, qui est pour nous un projet important, mais aussi l'extension de l'habitat. La ville a progressivement, je dirais, glissé de la vieille ville vers la ville actuelle, mais elle va continuer à glisser encore, à s'étendre sur ce site de 30 hectares. C'est aussi des réhabilitations, la réhabilitation d'une belle forêt de 6 hectares. Et puis, ma foi, je pense que ce site est un site d'avenir et c'était important pour nous que nous y mettions aussi le musée, un peu à l'image de Saint-Louis qui a construit son musée sur un vieux four. Comme Lally Carvingen
également met en avant son passé, je dirais du verre et du cristal. Eh bien, Sarreguemines sera dans cette logique d'une route des arts du feu avec peut-être demain un CIAF, un centre international d'art faïencier, comme il y a à Maisontal, le centre international d'art verrier. Alors on s'est posé aussi une question, on s'est demandé quelle était la place de la faïence aujourd'hui. On vous explique tout. La nouvelle tombe comme un coup de massue. Le 9 janvier 2007, la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de la société céramique de Sarreguemines. Mais depuis 1979, Sarreguemines ne fabriquait plus de vaisselle. La production du fameux service Aubernais, dessiné par Henri Lux, service emblématique de la faïencerie de Sarreguemines, s'est dès lors poursuivie dans les manufactures de Lunéville-Saint-Clément. De 200 ans d'activité des faïenceries, la ville a conservé plusieurs vestiges qui en font sa fierté. La demeure de Paul de Geiger est devenue musée de la faïence et abrite un panel des plus belles réalisations de la manufacture. Le Moulin de la Blise et son musée des techniques faïencières retracent le travail des ouvriers et artistes qui ont fait la réputation de Sarreguemines à travers le monde. Et puis, il y a les collectionneurs. Plusieurs associations ont vu le jour, des passionnés de faïence de Sarreguemines, comme Sarreguemines Passion ou les Amis des musées et des arts. Ouvrages, expositions de collections privées, ces associations travaillent avec les musées de Sarreguemines depuis des années pour entretenir la mémoire des faïenceries. La ville s'est transformée et a investi et repensé l'aménagement des espaces autrefois occupés par les ateliers et unités de production des faïenceries. Mais chaque coin de rue rappelle qu'ici, on a produit certaines des plus belles faïences du monde et qu'on en est fier. Voilà, notre émission en immersion à la découverte de la faïence se termine ici, au Jardin d'Hiver. J'espère que vous avez partagé avec nous ce sentiment de fierté, peut-être même que vous aurez un autre regard sur vos placards à vaisselle. Allez, je vous dis à bientôt.